légendaire, Bollé. Que ce soit avec Amédée, le patriarche, ou Léon, le fils, ces pionniers de l'automobile qui étaient basés au Mans ont marqué à la fois l'histoire de la ville et l'histoire de ce moyen de locomotion révolutionnaire qu'a représenté l'automobile. Il était donc évident que ce nom soit mis à l'honneur en cette année 1957 à l'occasion des 24 heures. Mais quelle est la raison de ce défilé de vieilles voitures qui va largement occuper l'avant-course des 24 heures du Mans et une bonne partie de ce film officiel? La raison en est la célébration du jubilé de l'Automobile Club de l'Ouest, organisée cette année-là avec 12 mois de retard. Souvenez-vous, créé en 1906, l'ACO s'apprêtait donc à fêter son cinquantenaire en grande pompe à l'occasion de l'édition 56. Le problème, évidemment, c'est que l'édition 55 était passée par là et que le drame avait tout changé. Dès la fin de l'édition 55 et dans les mois d'enquête qui ont suivi, l'ACO avait bien conscience que la priorité des priorités allait dans les travaux à réaliser pour améliorer la sécurité dans la ligne droite des stands. Des travaux qui avaient d'ailleurs amené l'édition 1956 à se dérouler fin juillet et non en juin comme d'habitude. Vu le contexte, l'ACO avait donc également décidé de repousser les célébrations du jubilé à l'année suivante, en 1957. Vous pouvez donc constater qu'on avait d'abord organisé une grande parade avec de vénérables vieilles voitures, certaines au moins aussi anciennes que l'ACO, datant même parfois de la fin du 19e siècle. L'ambiance se voulait donc festive dans le centre-ville du Mans et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on avait joué le jeu. Outre les voitures du temps jadis ressorties pour l'occasion, on pouvait constater qu'au niveau des costumes, les plus belles toilettes étaient visibles. Après le regroupement, place à la parade proprement dite dans les rues de la ville. Le succès populaire est incontestablement au rendez-vous pour la plus grande joie des spectateurs qui assistent à un formidable spectacle. Il fallait sans doute s'y attendre. Quelques-unes de ces voitures d'antan accusent parfois le poids de leur âge et ont un peu de mal à rejoindre l'enceinte du circuit où elles sont attendues. Vous l'avez compris, l'idée est de créer une course pour ces voitures, une course pour la gloire, mais qui reprend au moins à la base le fameux positionnement en épi des voitures de course.
hélas, n'est pas de la partie et la piste est humide. On s'aperçoit aussi que c'est vraiment la foule des grands jours qui a pris position sur le circuit et que l'ambiance est incontestablement à la fête. Manuel Fangio est là, le prestigieux champion du monde argentin était bien inscrit pour cette édition avec la Maserati numéro 2. Mais Fangio n'aimait pas vraiment les courses de 24 heures et s'il était là, ce n'était finalement que pour un rôle de réserviste. La Maserati allait être pilotée par le duo Jean Béra-André Simon. L'autre Maserati officielle était réservée à Stirling Moss, associé à Harry Schell. Il y avait en tout 5 Maserati au départ de cette édition où l'on avait reçu 82 demandes d'engagement pour 58 places seulement aux essais et 55 au départ. Cette course du jubilé terminée, il était temps alors de se concentrer sur les forces en présence en 1957 et de se diriger vers le traditionnel pesage. Le plateau est superbe et particulièrement bien fourni. L'événement vient tout de même de Jaguar, le tenant du titre, qui ne s'engage pas officiellement. La raison de cette absence provisoire, dit-on, est à chercher du côté d'un incendie de l'usine principale à Coventry et à une forte demande du marché pour les modèles de tourisme. Mais qu'on se rassure, il y a bien 5 Jaguar Type D au départ, toutes privées, mais toutes aidées quand même par la marque. Voici Duncan Hamilton, vainqueur à titre personnel en 1953 et qui engage lui-même la Jaguar numéro 4 avec un moteur de 3,8 litres. Il fait équipe avec Masten Gregory. Voici la fameuse Maserati numéro 2 dont on a déjà parlé. Et confirmation que Stirling Moss est bien là au volant de la numéro 1. La Maserati numéro 12 est également officielle. Il s'agit d'une 300S. Elle est suivie par une 200S engagée par l'équipe Couliboeuf. Chez Aston Martin, on retrouve 4 voitures, dont la DBR 1-300 numéro 20 de l'équipage Tony Brooks et Noel Cunningham-Reid. Il y a une Oscar engagée aux mains de Jean Laroche et Rémi Radix. Pour l'équipe DB, 4 voitures sont présentes, avec notamment un certain Joe Schlesser qui fait ses débuts au Mans avec cette marque. Mais c'est incontestablement le contingent Ferrari qui retient l'attention, avec pas moins de 10 voitures au départ.
Les officiels, parmi lesquels les nouvelles 335S et leur moteur V12 4 litres, font figure d'épouvantail avec des pilotes comme Mike Hawthorne, Luigi Musso, Peter Collins et Phil Hill. On vous le disait, Juan Manuel Fangio est donc là pour Maserati, mais l'Argentin ne sera vu qu'aux essais et pas pendant la course, hélas. Stirling Moss, lui, est également de la partie, mais on a vraiment le sentiment que tout ne se passe pas au mieux chez Maserati. Et ceci en dépit d'un nouveau moteur surpuissant V8 de 4 litres 5. Il se dit aussi à l'époque que la marque est en grande difficulté financière. En tout cas en place pour une superbe édition des 24 heures du Mans. Nous sommes à un peu plus d'une heure du départ et les équipages se préparent. Chez Porsche, 6 voitures sont au départ, dont 3 officielles. Elles ont été largement dominées par les Ferrari et les Maserati aux essais, ces dernières étant capables de tourner sous les 4 minutes au tour. A noter que l'ACO avait promulgué tout un tas de nouvelles règles pour cette édition, la plus spectaculaire étant l'interdiction faite aux femmes de participer à la course. Une décision motivée par le décès d'Annie Bousquet aux 12 heures de Reims 1956. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette interdiction devait perdurer jusqu'en 1970. Gros plan maintenant sur une voiture étonnante. Il s'agit d'une voiture prototype, un concept car, dirait-on même maintenant, issu des ateliers Renault. Une ligne extraordinaire pour la première voiture à turbine recensée et qui, à une demi-heure du départ et aux côtés d'anciennes voitures du début du siècle qui ont refait leur apparition, s'apprête à être présentée à la foule. Cette Renault, digne d'un film de science-fiction, a reçu le nom d'étoile filante. Elle va rouler sur quelques dizaines de mètres avant que les voitures participant aux 24 heures ne viennent définitivement s'installer. Le starter cette année-là est Jean-Yves Chapalin, sénateur de la Sarthe et maire du Mans. Tout le monde retient son souffle, l'heure fatidique approche et c'est bientôt le grand moment du départ. Classement à la fin du premier tour est le suivant: Collins, Brooks, Hawthorne, Jean Debien, Salvadori. La domination de Peter Collins et de sa Ferrari ne dure pas bien longtemps. Dès le deuxième tour, il rétrograde à la 10e place à cause d'ennuis de moteur. Et il abandonne même quelques instants plus tard. Ce qui fait que c'est bien Mike Hawthorne qui récupère la première place devant les 2 Maserati de Moss et Berra. La foule est considérable. On estime que 250 000 spectateurs étaient présents au moment du départ. À la fin de la première heure de course, la hiérarchie a légèrement changé. Hawthorne possède 40 secondes d'avance sur Berra, puis on trouve Moss, Jean Debien, Ivor Bueb sur la Jaguar de l'écurie Écosse, tenante du titre, puis Tony Brooks sur Aston Martin.
situation a de nouveau évolué en tête de la course. Les Italiennes sont frappées, les unes après les autres, de problèmes. C'est d'abord la voiture de Moss qui commence à fumer, puis la Ferrari d'Offorn qui retombe en 5e position. Chez Maserati, la situation empire tellement que la numéro 1 et la numéro 2 abandonnent, principalement sur problème de transmission, après une trentaine de tours seulement. Tout cela pour dire qu'il y a un nouveau leader dans la course, c'est la Jaguar numéro 3 de Flockhart et Bueb qui tourne comme une horloge et qui devance en début de soirée la Ferrari de Jean Debien Trintignant. Gros souci pour la Lotus Eleven d'André Échard et Roger Masson, avec un pilote qui, tel un galérien, pousse sa voiture torse nu et en chaussettes. Au bout de l'effort, ce sera la délivrance en atteignant les stands. La voiture pourra même continuer la course et se classer 16e à l'arrivée. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. En début de soirée, la Jaguar numéro 3 est toujours en tête, avec cette fois Bueb au volant. L'Aston Martin de Brooks est 2e, Jean Debien est redescendu en 3e position. Et on trouve ensuite 2 autres Jaguars, celle de Masten Gregory, puis une autre type D de l'écurie Écosse, avec le duo Ninian Sanderson et John Lawrence. Rappelons que l'équipage Flockhart Sanderson l'avait emporté en 1956, mais ils ont donc été séparés pour cette année. C'est en tout cas une nouvelle formidable démonstration de l'équipe de David Murray, qui pourrait bien remporter une 2e victoire consécutive aux 24 heures du Mans, et pourquoi pas même signer un doublé. Pendant la nuit, plusieurs choses surviennent. Juste après minuit, on note l'abandon d'Olivier Jean Debien sur la Ferrari numéro 9. Maurice Trintignant, son coéquipier, ne gagnera donc pas une 2e fois la grande classique mancelle. Abandon également pour l'Aston Martin de Roy Salvadori. Mais l'événement de la nuit, c'est l'accident qui survient peu avant 2 h du matin. Tony Brooks est alors au volant de l'Aston Martin numéro 20 et il est en 2e position, pas si loin que ça derrière la Jaguar de tête. Mais le pilote anglais perd le contrôle de sa voiture au tertre rouge et il part en tonneau. Il est même heurté par la Porsche d'Umberto Maglioli qui était à la 7e place de la course. Brooks est aussitôt transporté à l'hôpital où il souffre de plusieurs coupures. Tout cela fait qu'au petit matin, il y a 4 Jaguars aux 4 premières places. Et la première Ferrari n'est que 5e. Une véritable descente aux enfers pour les Italiens et un triomphe annoncé pour les Anglais. Cette année, l'ACO avait décidé d'un minimum de 30 tours entre 2 ravitaillements en carburant. Un pilote ne pouvait pas rouler plus de 14 heures au total, une mesure inchangée par rapport à 1956. En revanche, on avait réduit le nombre maximal de tours consécutifs, pas plus de 36. Autre changement, le règlement pour la mise hors course s'applique désormais toutes les 6 heures, où il faut, pour les concurrents, ne pas être en deçà d'une fourchette de 20% par rapport à une distance annoncée. Précisons également qu'il y a un nouveau directeur de course pour succéder au regretté Charles Farou. C'est Jacques Lost qui officie, lui aussi journaliste. Tandis
que les campeurs se lèvent et prennent des forces pour cette dernière journée de course, on peut préciser que les 24 heures du Mans étaient cette année-là la 5e manche du championnat du monde des voitures de sport. Le duo Fangio-Berra s'était par exemple imposé aux 12 heures de Sebring. Après Le Mans, 2 autres courses étaient programmées, le Grand Prix de Suède et le Grand Prix du Venezuela. Au final, c'est Ferrari qui s'imposera dans ce championnat, de quoi se consoler après la déroute du Mans. La Jaguar numéro 3 est toujours en tête et elle possède 7 tours d'avance désormais sur l'autre voiture de l'écurie Écosse. Ce que l'on pressentait est donc bien en train de se produire, un formidable doublé se précise. Les 4 Jaguars de tête sont groupés en 16 tours au total. L'ordre a un peu changé car la Type D de l'équipe nationale belge, qui était 2e, est retombée en 4e position suite à des soucis d'allumage. Elle s'était même arrêtée plusieurs dizaines de minutes à Mulsanne. Autre voiture arrêtée, la Stanguellini 750 Sport du duo Sigrand-Nicole. Une voiture dite de réserve, mais qui figure en bonne place dans sa catégorie et qui, malgré sa boîte de vitesse bloquée et de longues minutes d'effort de la part de son pilote, ralliera bien l'arrivée en 20e position. Pendant que le feuilleton de la Stanguellini continue et que l'on reprend légitimement des forces, la course continue mais l'arrivée est maintenant toute proche. Il s'agit donc bien de la 5e victoire de Jaguar au Mans, la 4e en 7 ans et la 3e consécutive. Le numéro gagnant est bien le 3 et la marque anglaise peut se féliciter d'avoir eu de solides équipes privées à sa disposition. L'écurie Écosse remporte donc les 24 heures pour la 2e année de suite. Et comme attendu, c'est même un doublé. Le duo Flockhart-Bueb s'impose après avoir parcouru 327 tours, soit pratiquement 4400 km. Il s'agit de leur 2e victoire respective, Ron Flockhart devenant même le premier pilote depuis Raymond Sommer en 1932 et 1933 à remporter 2 éditions successives. On retiendra que les voitures italiennes, Maserati ou Ferrari, sont tombées de très haut et que Jaguar a largement remporté la mise. 5 voitures de Coventry terminent dans le top 6, un triomphe presque absolu. Et tandis qu'on continue de rapatrier les voitures qui ont abandonné, on peut aussi constater que les records ont été battus, celui de la distance globale de plus de 220 km et celui du meilleur tour pour la première fois supérieur à 200 km/h de moyenne. On vous en avait parlé, voici l'Aston Martin de Tony Brooks qui avait été accidenté durant la nuit. Une carcasse qui rétrospectivement fait frémir, on n'est pas passé loin du drame. Victoire de Lotus à l'indice de performance. Décidément, les couleurs de l'Union Jack ne pouvaient être portées plus haut en cette année 1957. Une situation contrastant hélas avec celle de Talbot et Gordini, dont ce fut la dernière apparition dans la Sarthe et dont aucune voiture n'avait rallié l'arrivée.